Bon, est-ce que vous êtes prêts pour accompagner le président des États-Unis avec Clint Eastwood? J'ai mis un t-shirt de circonstance. J'en profite, je fais une annonce déjà pour... il y aura encore un président dans la ligne de mire pour le prochain rendez-vous. Bernard, le prochain rendez-vous du mois de juin, ce sera le 22 juin et ce sera Icomicar. Il est encore question de complot, de Morricone, et cette fois-ci de Morricone et Henri Verneuil et Yves Montand. Et je suis super content parce que cette année, vous le savez peut-être tous, ou pas, presque tous, c'est les 130 ans du cinéma. À la fin de l'année, voilà, la première projection officielle qui a eu lieu du cinématographe. Et c'est aussi les 130 ans d'une très belle et très grande maison française qui s'appelle Gaumont. Et donc on aura une belle restauration du film Icomicar, voilà, qui est pour moi un souvenir de télévision et d'enfance, mais qu'on voyait plus beaucoup au cinéma. Et ce ciné-club, voilà, c'est ça, se faire plaisir, montrer des films, réécouter Morricone, découvrir plein de réalisateurs et de gens différents. Il y a un mois, pour le numéro d'avril, j'étais super content de proposer San Babila, un film de Carlo Lizzani. On était dans l'actualité d'une belle rétrospective à la Cinémathèque française qui est en train de se finir. C'était avec Jean-François Roger, qui était acteur de la programmation de la Cinémathèque française. Et là, j'ai une autre personne éminente de cette belle institution, qui est Bernard Benoliel. On se croise souvent. Bernard, il est à l'action culturelle voilà, de la Cinémathèque française. Il organise beaucoup d'événements, des rencontres liées à la programmation avec des invités. En ce moment, il y a une petite actualité commune avec le Max Linder, puisqu'à partir de mercredi, vous allez pouvoir découvrir le dernier film de Wes Anderson, qui était montré en compétition au Festival de Cannes. Et il y a une exposition, je crois, qui cartonne à la Cinémathèque. En tout cas, c'est en ce moment. C'est en ce moment, voilà. Il y a une rétrospective aussi. Il y avait un hommage à son chef opérateur, Robert Yeoman, c'est toi qui t'occupais de ça? Non, j'étais à Bordeaux, mais voilà, c'est dans ton domaine d'action de la Cinémathèque française. Et Bernard est invité aujourd'hui pour, comme moi, son amour de Clint Eastwood. Il vient de sortir un livre, qui sort en vente tout à l'heure. Gaël Técher, éditeur aux éditions de l'Œil, va vous apporter plein d'exemplaires pour, voilà, si vous voulez vous le procurer, vous l'acheter, vous le faire dédicacer par Bernard tout à l'heure. Donc un nouveau livre autour de Clint Eastwood. Clint Eastwood, on a eu déjà pas mal de séances, parce que c'est vrai que son nom est beaucoup associé à Morricone. En début de saison 4, là, on avait montré enfin, pour une poignée de dollars, voilà, on n'avait pas encore montré. On avait montré aussi Sierra Tori, voilà, une collaboration Siegel-Morricone, Léon Morricone pour une poignée de dollars. Et là, c'est une des dernières collaborations un petit peu officielles entre le grand Clint et le grand Morricone autour du film Dans la ligne de mire. Et c'est un film qui date de 1993. Là, le festival de Cannes vient de se finir et je me suis rappelé, en fait, qu'il y a pile 30 ans, le président du jury, c'était Clint Eastwood, qu'il avait donné la Palme d'Or à Pulp Fiction. Et c'est vrai que le festival de Cannes, c'était un espèce de déclencheur, je pense, pour la notoriété, on en reparlera tout à l'heure en détail, mais pour la notoriété, la reconnaissance de Clint Eastwood comme un grand auteur et réalisateur. On rentrera tout à l'heure dans les détails de ce livre-là. Juste peut-être vous dire un petit mot sur le pourquoi, parce que tu as écrit beaucoup de livres déjà. Pourquoi un livre sur Clint Eastwood? C'est à moi que tu le demandes. Ouais. Avant de lancer la séance. Pour le dire très vite, j'avais écrit un livre sur Eastwood il y a 20 ans. En 20 ans, il a fait une quinzaine de films. Moi-même, j'ai vieilli de 20 ans. Donc au départ, je me suis dit qu'il était bien d'y retourner, ne serait-ce que pour actualiser le livre. Au départ, mon idée était de réécrire une trame existante. Et puis évidemment, il s'est passé autre chose, c'est que je me suis mis à écrire un livre sur Eastwood, aujourd'hui, tenant compte de tous ces films, de ses carrières d'acteur, mais aussi des années 2010, qui à mon avis sont un peu, disons, sous-estimées ou un peu négligées, et qui me semblent par exemple plus passionnantes même que la décennie précédente. Bref, c'était un peu pour y revenir, mais c'est surtout une biographie de cinéaste, c'est-à-dire que l'enjeu principal et mon goût principal, c'est justement les films et l'analyse des films. Et donc, c'est pas une biographie de l'homme, même si évidemment il y a des croisements et des chevauchements, mais c'est vraiment une biographie de cinéaste analysée. À partir des films. Partir des films. De la vedette. Les films comme document principal. D'accord. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur celui en particulier? C'est vrai que quand on a discuté au début avec Bernard sur... enfin, moi, ce que j'avais envie, j'adore Clint Eastwood, je vais me répéter plein de fois encore, mais on s'était posé la question de peut-être pas prendre une BO de Morricone, parce que c'est vrai que cette année, on a annoncé aussi
ceci des clubs comme Caro et New and Friends pour se permettre d'autres compositeurs ou des petits pas de côté liés à des actualités. Mais c'est vrai que ce film-là, après les trois Léon, plus le Sierra Tori auquel a collaboré Morricone, pouvait aussi rentrer dedans. Mais est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce titre? Oui, bien sûr, je peux. Introduction. Alors, qui l'a jamais vu parmi vous? Ah oui, quand même. Ah bah ça fait plaisir. Voilà, je vais vous dire quelques mots effectivement d'introduction du film. C'est un film qui est tourné à la fin de l'année 1992 et qui va sortir aux États-Unis à l'été 1993. C'est un très gros succès. Le film coûte quelques 40 millions de dollars et il en rapporte presque 200 millions sur le territoire américain. C'est évidemment lié à plusieurs facteurs, entre autres la présence d'Eastwood, mais sans doute aussi dans le public américain l'importance du trauma national que représente évidemment l'assassinat de Kennedy 30 ans auparavant, puisque le film sort en 93, et évidemment Kennedy est mort à Dallas en 63. Donc on est 30 ans après exactement, une sorte d'anniversaire funèbre, et donc sans doute les spectateurs sont allés voir le film en quelque sorte comme une commémoration aussi de ce souvenir, puisqu'on dit aux États-Unis que tout Américain se souvient de ce qu'il faisait, où il était, le jour et le moment où il a appris qu'on avait tiré sur le président Kennedy. C'est un film qui, dans l'œuvre d'Eastwood, était non prémédité. C'est une opportunité, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ou je pourrais en dire un mot, mais toujours est-il que c'est un film qui se situe entre Impitoyable, en 92 avec les 4 Oscars, et avant Un monde parfait. Donc voilà, c'est dans cet entre-deux-là, et c'est vraiment intéressant si on a le temps d'en discuter, parce que sans l'avoir voulu, d'une certaine manière, ou prémédité, le film dialogue avec les deux autres sur des questions qui sont essentielles à Eastwood. Au départ, c'est l'idée d'un producteur qui s'appelle Jeff Apple, et Jeff Apple, il avait un souvenir d'enfance. Il avait vu, enfant, une procession présidentielle, et c'était le président Lyndon Johnson, donc celui qui a succédé à Kennedy, et il avait vu le balai des limousines, et surtout, il avait été impressionné par les bodyguards. Il était enfant, donc les oreillettes, les lunettes, les costumes. Et ça lui était resté comme une image forte. Et à partir de là, il a essayé, et donc le premier scénario, en quelque sorte, dans la ligne de mire, date des années 80. Et sur cette base-là, il y a eu différents efforts de dramatiser, scénariser le film, enfin, l'intrigue, cette idée, cette image. Et donc, ils font appel à un scénariste qui s'appelle Jeff McGuire. Et Jeff McGuire, il a la bonne idée. Il a l'idée qu'il peut s'inspirer, à partir de ce principe de départ, d'une image et d'une personne qui a réellement existé. Cette personne s'appelle Clint Hill, ça ne s'invente pas, le même prénom. Et Clint Hill, c'est un vrai bodyguard et qui était vraiment à Dallas le 22 novembre 1963. Et ce Clint Hill, vous le connaissez, puisque c'est celui qui, lorsqu'on tire sur le président, monte sur le marchepied de la Lincoln décapotable et essaye de convaincre ou de repousser Jackie Kennedy, qui elle est à 4 pattes sur l'arrière de la décapotable, pour essayer de récupérer un bout du crâne arraché de son mari. Donc c'est ce Clint Hill, qui a ensuite témoigné évidemment à l'américaine beaucoup de fois, qui a fait preuve de sa contrition, de sa culpabilité, de son angoisse de n'avoir pas pu, au moment opportun, servir de bouclier au président. Et toute sa vie, il a été hanté, évidemment, par le 22 novembre 1963. Donc Jeff McGuire trouve là l'argument dramatique du film, et le scénario transite à la Warner Bros, qui est la société de production avec laquelle Eastwood travaille avec sa compagnie Malpaso depuis 1975. Mais le scénario, là, à ce moment-là, Eastwood ne le lit pas, il échappe à la Warner. Dans le transit du scénario d'un studio à l'autre, l'agent de Eastwood, qui s'appelle Leonard Isham, lit le scénario et s'arrange pour qu'Eastwood le lise. Eastwood le lit et lui dit, cette phrase qui à mon avis est clé, il lui dit c'est bizarre, on dirait presque que ça a été écrit pour moi. Et de fait, Eastwood, tout juste, il voit, il sent que ce film le concerne. À partir de là, se met en place un deal avec Castle Rock, la maison de production, et Columbia, pour que Eastwood fasse un pas de côté par rapport à son partenariat au long terme avec Warner, fait une infidélité, et avec sa société Malpaso, donc,
il passe chez Castle Rock et Columbia pour faire ce film aussi. Et sur ces bases-là, comme Eastwood a un droit de regard sur le choix du cinéaste, puisqu'il ne veut pas le réaliser, puisque, comme je vous l'ai dit, il est entre deux films, Eastwood a l'idée de Wolfgang Petersen. Alors, Wolfgang Petersen, c'est un cinéaste allemand, et à ce moment-là, il était célèbre pour un film allemand qui s'appelle Das Boot, le bateau. Et puis surtout, Eastwood avait vu un film américain de Petersen qui s'appelle Shattered, Trouble en français. Et de toute évidence, le film avait tapé dans l'œil d'Eastwood et il disait de Petersen, d'abord c'est un cinéaste européen pour une histoire strictement américaine, ça devait lui rappeler Léon s'occupant de western. Toujours est-il qu'il désigne cet homme-là, ce cinéaste-là, en disant « J'ai vu dans son cinéma qu'il était plus intéressé par les films de John Ford que par les téléfilms. Il est plus intéressé par l'esthétique cinéma que par une esthétique, disons, domestique. » Et c'est ça qui a intéressé, c'est l'ampleur du geste de Petersen qui a intéressé Eastwood. À partir de là, Petersen lui-même avait fait ses études de cinéma en Allemagne, et il a raconté que l'un des exercices ou l'un des films qu'il avait absolument marqué, c'était Le Bon, la Brute et le Truand. Et donc, évidemment, tourner avec Eastwood était pour lui comme une sorte de collision temporelle ou de rêve de cinéphile. Et on dit que c'est Petersen, peut-être du fait de la présence d'Eastwood, du fait de son amour du Bon, la Brute et le Truand, qui a eu l'idée, ou en tout cas qui a proposé, qu'on s'adresse à Ennio Morricone pour faire la BO du film. Vous allez l'entendre, la BO, de toute façon, si vous ne l'avez pas déjà entendu, vous allez reconnaître des tropismes de Morricone. Il y a plusieurs variations de la musique dans le film. La principale étant, comment dire, la musique qui accompagne, la variation qui accompagne l'action, essentiellement à la trompette. La trompette pour dire, bon, voilà, le faste, la grandeur, le luxe, le pouvoir, la présidence. Mais aussi des trompettes montées sur une sorte de rythme, comment dire, qu'on pourrait dire, un rythme binaire, qui fait que ça donne aussi le sentiment, par moment, d'un rythme cardiaque. Et ce rythme cardiaque, évidemment, vous renverra à l'âge du personnage principal. Voilà. Sinon, l'une des grandes réussites du film, c'est évidemment la figure du méchant. Donc, l'alter ego de Eastwood dans le film, c'est... Hein, non, je dis rien, sauf que voilà, il devait proposer le rôle de Mitch Leary à Robert De Niro, qui ne pouvait pas le faire pour des raisons de planning. En fait, les rôles principaux, au départ, ce ne sont pas les premiers choix de la production. Oui, sauf... Le lui arrive, et tout ça, voilà. C'est ça, il y a comme ça se passe très souvent, ça circule. Donc De Niro décline l'offre, et ça sera John Malkovich, donc, qui à l'époque était très connu pour Les liaisons dangereuses de Stephen Frears, et qui, vous le verrez, fait une composition remarquable. Et évidemment, le film bénéficie du contraste de jeu entre Eastwood et Malkovich. Une dernière chose, c'est que dans les années 90, Eastwood, c'est quelqu'un qui s'essaye beaucoup, justement, à jouer avec d'autres grands acteurs, Gene Hackman et Morgan Freeman dans Impitoyable, Kevin Costner dans Un monde parfait, bientôt Meryl Streep dans Madison. Bon, et puis là, John Malkovich. Voilà, c'est ce jeu-là qui est intéressant. Le film, je vous l'ai dit, voilà, JFK, la question du double, l'alter ego, et puis, à mon avis, qui est le cœur du film, mais ça on en reparlera peut-être après, c'est une réflexion eastwoodienne que ce film prolonge sur le temps. Est-ce qu'il est encore temps ou est-ce qu'il est déjà trop tard? Voilà. Et pour rebondir sur la période de Morricone, on est dans la dernière partie de l'œuvre de Morricone, une production qui est très très américaine. Autour de ces années-là, donc Morricone compose à nouveau pour chauffer La Cité de la Joie, pour Mike Nichols, un film que vous avez peut-être vu, que j'aimerais bien passer un jour, qui s'appelle Wolf, qui est une variation autour du loup-garou. Un autre film aussi avec Barry Levinson qui s'appelle Harcèlement. On est dans une période Morricone qui est très très américaine. Et c'est vrai qu'autour de ce film-là, c'est la dernière collaboration avec Clint Eastwood. Et Clint Eastwood, justement, va retrouver Morricone un petit peu après pour enfin lui remettre un premier Oscar pour l'œuvre de toute sa vie, puisqu'il avait été nommé plusieurs fois à l'Oscar sans jamais l'avoir. Il va enfin obtenir son Oscar pour une composition originale à la toute fin de sa vie pour les 8 salopards de Quentin Tarantino.
lire sur le Morricone. Je vous laisse découvrir le film. On se voit après, vous pouvez vous rapprocher si vous voulez pour le moment de la discussion, et puis voilà, vous procurez le livre. Pour ceux qui ne restent pas pour la discussion, il sera en vente juste après la séance. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez vous rapprocher pour la discussion, et juste vous tenir au courant, il y a bien, donc les livres sont arrivés, et l'éditeur aux éditions de l'œil est arrivé et vous attend. Il y a eu beaucoup de livres, voilà. Disons que Clint Eastwood, c'est quelqu'un auquel on s'intéresse maintenant depuis un certain nombre d'années, même s'il a fallu un certain temps pour qu'il soit admis et évalué à sa juste valeur par la critique française. C'est vrai que tout à l'heure on parlait du Festival de Cannes qui vient de se clôturer hier, dont il était président, mais moi j'ai 55 ans et c'est vrai que j'ai en fait la cinéphilie. Je vais faire un aveu éventuellement. Je l'ai constitué, en fait, je suis devenu cinéphile grâce ou à cause non seulement des magnétoscopes, mais de Clint Eastwood. Parce que c'est vrai que quand j'ai eu mon premier magnétoscope dans les années 80, j'allais dans mon vidéoclub. Il y avait un mec qui était sur toutes les jaquettes, j'étais tout jeune, et qui faisait, voilà, qui touchait à tous les genres, et c'est comme ça que j'ai eu envie d'en savoir plus. Je me disais, voilà, bon, un coup, c'est qu'on les églintac, un coup, il est avec un orang-outan, un coup, il est dans un western. Et c'est vrai qu'il a fallu du temps, je pense, pour... après, c'est une star qui a grandi, et tout le monde a vieilli avec lui. C'est marrant ce que tu disais tout à l'heure, justement, sur le temps qui passe, et être dans le temps, ce que raconte le film. Là, on est en 93. On a un moment, enfin, il y a plein de moments charnières de sa carrière, mais là, c'est vrai que c'est un film qui est un peu à part, mais qui est très significatif de sa filmographie, parce que c'est un des rares films, en effet, où il est simplement acteur. Il a commencé simplement acteur, mais c'est vrai que depuis la fin des années 80, il est surtout réalisateur. Il n'était que 2 fois depuis les années 90 simplement acteur. Dans ce film-là, il y a un autre film qui s'appelle Une nouvelle chance. Ah oui, qui date des années 2010. Des années 2010. Ce film est aussi à part parce que pour la première fois, comme je le disais, il est produit derrière un autre studio qui est la Columbia, alors qu'il est vraiment très très lié historiquement. Il est beaucoup à la Warner, il y a aussi des films avec Universal. Et ce film aussi, il est à part, si vous vous penchez dessus, sur sa facture, je ne parle pas là de la musique Morricone, mais même sur l'aspect visuel, même sur le numérique, sur les trucages. On a un moment charnière, en fait, où le cinéma, il va beaucoup se réinventer, se triturer, les effets spéciaux vont prendre de la place. Là, on voit un petit peu comment, justement, il s'inspire d'images réelles, de campagne, et puis qu'on incruste le président de l'histoire, ou Clint Eastwood lui-même, quand on va l'incruster dans les images, évidemment, de Kennedy. C'est vrai que c'est un film qui est complètement à part, on l'a choisi un petit peu autour de Morricone, on aurait pu en prendre un autre. C'est vrai qu'en plus, tu as pris avec ton éditeur le parti fort de choisir une image qui est Le Maître de guerre, qui n'est pas forcément le film auquel on pense en premier, autour de Clint Eastwood. Voilà, je pense plein de choses comme ça en vrac, parce que c'est vrai qu'on a grandi avec lui, on a vieilli avec lui. À la fin de la semaine, il va fêter ses 95 ans, le 31 mai. Et alors moi, ce que j'avais envie de savoir, voilà, c'est toi, comment tu es venu, ou comment Clint Eastwood est venu à toi, comme simple cinéphile, j'ai envie de dire. Disons, il est venu à moi comme à nous tous, hein, c'est-à-dire que c'est un long compagnonnage, quel que soit l'âge qu'on a, d'entre lui et nous. Mais ce que tu disais effectivement sur la réception critique ou la perception d'Eastwood à travers le temps, ça c'est quelque chose sur quoi je suis évidemment beaucoup revenu dans le livre, parce que c'est effectivement une question d'image. Et donc ça concerne évidemment l'acteur et le réalisateur. Quand je dis une question d'image, c'est que Eastwood il vient de loin, il vient des années 50, et avant d'apparaître vraiment et d'éclater dans les westerns spaghetti qu'on connaît, les westerns italiens, il y a 10 années qui précèdent cet avènement, qui sont évidemment ponctués par un pas de côté qui est la télévision, et à partir de 1959, Rawhide, mais un deuxième pas de côté qui est donc les westerns italiens. Mais quand même, il y a des années de vache maigre, il y a des années de difficultés, et la difficulté principale à laquelle se heurte Eastwood, je résume vite, mais c'est justement qu'il n'arrive pas à faire image.
il n'arrive pas à se faire engager, il n'arrive pas à percer, il n'arrive pas à obtenir des rôles qui le feraient se faire remarquer, si bien que pendant des années, il joue les figurants, la silhouette du fond, au mieux un troisième. Là, on est dans les fins des années 50. On est entre le milieu des années 50 et 59, 54-59. Et ces années-là sont des années sans images. Jusque dans Tarantula, qui est un film avec Jack Arnold, où il joue un pilote de l'Air Force, mais il joue avec un casque intégral, si bien que le seul rôle qu'il a, c'est vraiment l'homme sans visage. C'est l'homme sans visage, donc chez Léon, qui va le rendre célèbre. L'homme sans nom. Voilà, l'homme sans nom, mais qui deviendra là, enfin, il aura un visage. Et la question qui va ensuite se poser pour Eastwood, jusqu'au milieu des années 80, puisque tu parlais de reconnaissance c'est qu'évidemment il devient célèbre, connu, célèbre avec les films de Léon, les films de Don Siegel, jusqu'au milieu des années 80, il accède à une notoriété critique, mais entre le milieu des années 60 et ce milieu des années 80, donc 20 ans, on ne peut pas dire qu'il ait les faveurs de la critique. Qu'elle soit française, américaine, c'est vraiment quelqu'un qui est, disons, maltraité. Au deux sens du terme, on pourrait mettre un tiret entre mal et traité, c'est quelqu'un qui est mal vu, c'est quelqu'un qui n'est pas regardé, c'est quelqu'un qui est critiqué, voire satirisé, en même temps qu'il est en tête du box-office. C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est que personne ne l'aime sauf le public. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce film-là est son plus gros succès au box-office de toute sa carrière confondue. Oui, avec sans doute un film qu'on ignore un peu ici en France et qui date de la fin des années 70 et qui était un énorme carton aux États-Unis. C'est le film qui fait avec un orang-outan qui s'appelle Doux, dur et dingue, qui est une comédie un peu invraisemblable, mais le film a un tel succès aux États-Unis qu'il y a eu une suite qui s'appelle Ça va cogner. Donc c'est pour dire, voilà, c'est ce type d'acteur et de figure qui commence à faire image. Effectivement, dans les années 80, à Cannes, ça s'inverse avec Penn Rider, et là, il y a un début, voilà. Je découvre un petit peu le festival de Cannes à la télé, dans les magazines, etc. Il y a cette première sélection cannoise qui est Penn Rider, où là, on est encore dans le cinéma de genre, mais c'est vrai qu'assez souvent, excuse-moi, je t'écoute, mais comme j'ai beaucoup suivi, il y a eu beaucoup de documentaires autour de lui. Je vous invite vraiment, j'avais déjà parlé, à revoir, je crois qu'il est encore disponible sur Arte TV, un très beau documentaire de Claudia Cohen autour de lui. Et c'est vrai qu'à la conférence de presse, c'est une des premières choses qu'il énonce face à la presse, justement. D'un seul coup, cette joie d'être un petit peu reconnu, enfin d'être vu sous un autre prisme. Mais c'est très juste parce que je le cite dans le livre, mais il y a donc le critique Serge Danet, qui est donc critique à Libération, au Cahier, enfin surtout à cette époque à Libération, il assiste à la conférence de presse et il en rend compte de manière très intéressante parce qu'il dit on sent bien qu'Eastwood est venu pour voir de près ceux qui disent du bien de lui. Parce que c'est pas inhabituel. On sent que ça vient de là. Oui. Voilà, on sent que ça vient de là, que lui il est un peu curieux parce qu'il sent bien que quelque chose se passe, quelque chose se produit, son image bouge. Il y a un critique américain qui s'appelle Vincent Canby et qui était un critique américain très influent et qui lui-même écrit à ce moment-là que sans doute Eastwood a évolué, mais que lui aussi, et tout d'un coup il se produit une forme de conversion. Une conversion à l'image d'Eastwood. Et cette conférence de presse, elle est très intéressante aussi parce que, d'abord, on le voit dans les images, il y a un journaliste, je ne sais pas lequel c'est, qui littéralement l'insulte, enfin en lui disant mais comment on peut faire un film aussi nul, comment on peut écrire des choses pareilles et tout. Et même l'interprète à côté d'Eastwood dit à cet interlocuteur, il dit mais enfin comment voulez-vous qu'il réponde à ça? Et Eastwood, qui ne comprend pas le français, se tourne vers l'interprète et dit il n'a pas aimé le film, hein, c'est ça. Voilà, donc il y a ces deux registres, et il y a une journaliste qui lui dit Monsieur Eastwood, on dit de vous que vous êtes un cinéaste féministe, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça c'est vraiment le signe de la conversion, parce que Eastwood, dans les années 70, a vraiment été perçu comme réactionnaire, machiste, sadique, et évidemment misogyne. Donc on lui pose la question de son féminisme, dit bien que voilà, la tendance change, ça évolue, et alors cette reconnaissance critique et cette conversion va culminer à la fin des années 80, début 90,
Et dans les années 90, Eastwood, c'est quelqu'un qui ouvre une période en or où tout ce qui touche se transforme, et c'est impitoyable, un monde parfait, un film comme celui-ci. Le film d'après sélectionné à Cannes, pour revenir sur Cannes, c'est Bird, justement. C'est Bird, oui. Là, c'est aussi le met sur un autre niveau. Voilà, et surtout, le rattache, parce qu'on en reparlera, puisque Steve Williams, c'est un ciné-critique musical, c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup se raconter, plus seulement que autour de l'Amérique et de mythes ou de personnages communs qui deviennent des héros. Il va aussi raconter l'Amérique à travers la musique, et puis lui-même, beaucoup, de la manière de sa vie, composer lui-même ses propres musiques. Oui, bien sûr, dans les années 2000 en particulier, il a beaucoup composé pour ses propres films. Sur la route de Madison, il a composé une des partitions, donc vraiment, c'est quelque chose qui, évidemment, prend de plus en plus de place. Il consacrera un documentaire qui s'appelle Piano Blues à la musique qu'il aime. Et évidemment, Bird est une sorte de pierre de touche pour lui sur cette question de la musique, parce que Bird, Charlie Parker, est une musique qu'il a absolument sidérée quand il l'a découverte, puisque alors là, disons que Bird, c'est un film qui vient de très très loin, puisque en 1946, Eastwood a 16 ans. Il va à Auckland, à l'auditorium d'Auckland, et il voit sur scène Charlie Parker. Et il dit, il a ouvert un tout nouveau monde pour moi. C'est-à-dire que vraiment l'avènement du bebop est pour Eastwood quelque chose, il perçoit la nouveauté. Ça ne veut pas dire qu'Eastwood est un cinéaste moderne et que quand il fait Bird, il se prend pour le Charlie Parker du cinéma, parce que Eastwood, c'est quelqu'un qui, entre le classicisme et la modernité, n'a jamais cessé d'osciller. Et on peut considérer que l'hommage qu'il rend à Charlie Parker dans Bird est un hommage vraiment classique, voire académique par moment, et que c'est absolument pas, il ne se situe pas sur le même plan. C'est un film d'admirateur, etc. Donc voilà, sur la question de la musique, et donc, mais cette question de la musique a accompagné Eastwood de ses débuts jusque-là, puisque évidemment Morricone a été absolument crucial dans l'avènement de Sergio Leone. Mais c'est vrai que quand Eastwood va là-bas, au début des années 60, en Italie, pour faire un western, il y va en aveugle. Il y va, il ne sait pas qui est Sergio Leone, il ne parle pas l'italien, un western tourné en Europe, ça n'a aucun sens. Mais il est tellement bloqué, justement, en termes d'image, dans Rohaï et dans la nécessité pour lui de percer, qu'il n'a rien à perdre. Et puis moi, je pense que quand au début de la première moitié des années 60, Eastwood perçoit que l'Amérique réelle, la société américaine change. La marche pour les droits civiques en 63 de Martin Luther King, évidemment l'assassinat de Kennedy en 63, et il se rend bien compte que le cinéma américain de cette époque ne rend absolument pas compte de la réalité. Le cinéma américain hollywoodien continue sur sa lancée, essaye de prolonger en quelque sorte les recettes des années 50, et quelque chose ne prend plus. Mais en tout cas, il n'y a plus de rapport entre Hollywood et la réalité. Et je pense que, à la fois le choc de la mort de Kennedy pour Eastwood comme pour d'autres, donc en novembre 63, et le départ en Italie en avril 64, c'est, bien sûr, Eastwood ne le formulerait jamais comme ça, mais il y a quelque chose comme ça du choc et de la cécité d'Hollywood qui l'oblige justement à aller voir ailleurs pour voir s'il n'y a pas un cinéma qui serait plus en prise avec le réel. Et d'une certaine manière, un film comme, les films de Sergio Leone n'existent pas sans l'esprit des années 60. Et c'est vrai que l'autre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, l'autre personnage fondateur d'Eastwood, et d'ailleurs il rend hommage aux deux, c'est en exergue de l'impitoyable, donc le film qu'il réalise et dans lequel il joue juste avant. Et pareil, il y a un tournant parce que premier Oscar pour lui, en fait, donc là c'est vraiment une consécration. Il dédie ce film à Don et Sergio, donc Don Siegel et Sergio Leone, et c'est vrai que ce sont j'ai envie de dire, les deux piliers qui vont asseoir le personnage, l'acteur, la star qui est, parce que avec eux, il propose justement autre chose que ce qui se faisait à l'époque, à la fin de cet Hollywood des grands studios et des grands maîtres. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant dans le cas de, alors là pour le coup, dans le cas de Leone et Siegel, c'est qu'en fait ça nous informe et nous renseigne évidemment sur la formation d'Eastwood en tant que cinéaste. Parce que c'est un acteur, comme je l'ai dit, dans les années 50, 60,
Mais en fait, c'est un acteur d'un genre un peu particulier, parce que même quand il est sur les plateaux de Rawhide, par exemple, il ne se contente pas de sa partie. Il ne se contente pas de jouer son rôle et de se barrer. En fait, il traîne sur les plateaux. Ça l'intéresse. Il apprend sur le tas, il regarde, et comme Rawhide, c'est plus de 200 épisodes, hein, c'est 59-65, et que, grosso modo, le réalisateur de l'épisode change à chaque épisode. Donc il voit toute une gamme de manières de tourner, et de manières de mettre en scène, des bons, des mauvais, des Hollywoodiens quasi à la retraite, bref, et des jeunes pousses comme Ted Post, par exemple, avec qui il fera des films plus tard. Et il y a là une première école pour Eastwood, et Eastwood, qui n'était pas tendre avec son personnage de Rawhide, disait que ça a quand même été pour lui sa principale école, en tant qu'acteur, mais aussi en tant que metteur en scène. Et là où je disais, d'une certaine manière, entre classicisme et modernité, Eastwood, c'est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a essayé dans les années 50 de tourner avec les grands, mais qui n'a jamais eu la chance, ni la possibilité du fait de l'époque, de tourner avec John Ford, avec Howard Hawks, avec Raoul Walsh, avec Michael Curtis. Et en fait, cet héritage classique américain, il passe étonnamment par Leone et par Siegel. Par Leone, parce que Sergio Leone était en Italie, et il était ultra cinéphile et ultra hollywoodophile, et il est fordophile, et il était un assistant réalisateur très recherché par les cinéastes hollywoodiens américains qui venaient tourner en Italie dans des coprodes américano-italiennes. Et donc, d'une certaine manière, l'héritage classique, il passe, c'est ironique, mais pour Eastwood, il passe par Leone, parce que Leone est un corps conducteur de cinéastes avec lesquels lui a travaillé, mais pas Eastwood. Quant à Don Siegel, c'est quelqu'un qui vient, lui, proprement du cinéma classique hollywoodien. Il a commencé comme monteur à la Warner Bros. Il a monté des films de Howard Hawks, il a monté des films de Raoul Walsh, de Michael Curtis. Donc c'est vraiment, il vient de là. Si bien que, quand ils vont faire, je crois, 5 films ensemble, Don Siegel et Eastwood va vraiment profiter en quelque sorte de ce cinéaste classique qu'il voit tourner, qu'il accompagne, dont il observe évidemment la mise en scène, et dont là Eastwood a dit, et encore plus que Leone, que celui qui l'avait déterminé, celui dont il avait presque copié les méthodes, celui dont il s'était inspiré sur un tournage pour savoir comment s'y prendre pour mettre en scène, c'est Don Siegel. Il l'a dit, Don Siegel savait sur un tournage ce qu'il voulait, il faisait peu de prises, il se couvrait peu, il ne multipliait pas les angles, il tenait dans le budget et il gagnait du temps sur le plan de tournage. C'est la méthode Eastwood. Il l'a vraiment littéralement appliquée et c'est dans celle-là qu'il s'est reconnu. Et là, d'une certaine façon, c'est pas Harry Callahan, mais c'est quelqu'un qui est très proche. Ce personnage de garde du corps qui, jusqu'au boutiste, son rapport avec l'institution, la hiérarchie, avec les femmes, avec jusqu'où on va avec le méchant. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui est un héritage de l'inspecteur Harry qu'on retrouve là. Avec plein de clins d'œil. Je crois qu'il y a dans les dialogues aussi, il me semble qu'il y a un moment, il dit punk. Tu sais, quand John Malkovich, ils ont un dialogue, c'est en référence, je pense, à la fameuse phrase en effet de l'inspecteur Harry. Mais c'est vrai que, bon voilà, l'inspecteur Harry de Siegel, on ne va pas s'étendre sur le film. On l'a montré c'est marrant, on l'a montré en janvier parce qu'on avait invité Stéphane Rouge pour du collège. Ce film de 1971, qui doit être la 4e collaboration entre Eastwood et Don Siegel, c'est évidemment un film qui sort en décembre 1971. C'est un immense succès. C'est le personnage qu'il incarne, l'inspecteur Callahan, Harry Charognard, va vraiment devenir une figure absolument déterminante de la persona d'Eastwood, mais jusqu'à la caricature. Et si bien que, pour la résumer très très vite, le film est l'objet d'attaques. On dit que c'est un film fasciste, on considère que c'est un film dans la lignée de Nixon. Nixon, son credo, c'était Law and Order, la loi et l'ordre. Donc Harry Callahan, d'une certaine manière, c'est le bras armé de Richard Nixon. On ne voit pas du tout la subtilité du film à l'époque, la dialectique. Eastwood avait tendance à dire que dans les années 70, l'idéologie tellement polarisée, il disait
tous les libéraux traitaient les conservateurs de fascistes et tous les conservateurs traitaient les libéraux de communistes. Comme ça, au moins, on savait dans quel camp on était. Et l'idée d'un camp qui serait, disons, dialectique, ou disons d'un camp dialogique, ça c'était impossible à concevoir. Bref, toujours est-il que ce personnage de Harry Callahan, il a hanté la filmographie d'Eastwood, d'abord parce que, du fait du succès, il y a eu des suites, parce que ce qu'on oublie toujours avec l'inspecteur Harry, c'est que, comment dire, il n'était pas du tout prévu qu'à la fin, le film est terminé, si j'ose dire. Donc, du fait du succès, il va en enquiller plusieurs, mais aussi ce personnage-là va l'accompagner dans d'autres incarnations, mais je dirais jusqu'à le Grand Torino. Oui. Dans le Grand Torino 2008, pour le résumer d'un geste, le fameux geste du personnage Kowalski-Eastwood, tous les Américains, tous les cinéphiles, tous les spectateurs décodent que d'une certaine manière, c'est encore avec l'inspecteur Callahan et l'inspecteur Harry qu'ils dialoguent, quoi. Ou en tout cas qu'ils s'interrogent ou qu'ils travaillent cette figure. Et là, ici, le Frank Corrigan dans la ligne de mire, il a quelque chose de Dirty Harry. Le rapport évidemment à l'autorité, l'institution, le franc-parler, le goût des répliques, le côté séduisant, mais dans Harry, ce qui était formidable dans l'inspecteur Harry, c'est que la première partie du film, l'inspecteur Harry était séduisant. Il y avait quelque chose de charmant, de drôle, il y avait un petit côté shérif à New York. C'est du film. On voit bien la pathologie, enfin si on veut la voir, et si on veut regarder la mise en scène et le jeu de l'acteur, on voit bien la pathologie à l'œuvre, et on voit bien que le personnage a dévissé. Donc voilà, Frank Corrigan, c'est une version, j'allais dire, plus polie ou plus polissée, et puis, comment dire, ce qui travaille ici le personnage, c'est évidemment la question du temps qui passe, et on voit bien que le film joue sur, c'est un dinosaure, on parle de la chute capitaine tout le temps, j'avais jamais vu un tel agent aussi vieux, c'est encore en exercice. Bon, il s'amuse, il joue de son âge, mais fondamentalement, le film dit l'inverse. C'est-à-dire qu'il a beau vieillir, c'est peut-être dans les... Voilà, c'est un bon vin. Hein, il vieillit, mais ses valeurs, son professionnalisme, son charme sont absolument intacts. Le film démontre que d'une certaine manière, du temps a passé et que le temps ne passe pas. Et ça, c'est vraiment évidemment l'une des dimensions d'Eastwood, c'est-à-dire sur le versant héroïco-mythologique, à savoir un héros, par définition, ça ne vieillit pas. Donc ça, c'est un des versants, disons, du rapport au temps d'Eastwood et de son personnage et de ses films. Et pour le dire rapidement, parce que, comment dire, il y a me semble-t-il, il y a deux rapports au temps dans les films d'Eastwood, et il y a deux rapports au temps qui l'intéressent fondamentalement et qui sont antithétiques, et c'est pour ça que je disais, c'est passionnant que ce film-là, qui n'était pas prémédité, tombe entre, disons, impitoyable et un monde parfait. Parce que soit il y a le temps tel qu'il est donné ici, c'est-à-dire c'est un temps qui est bonne fille, c'est un temps qui est camarade, c'est un temps qui, comment dire, ne passe pas, ou au contraire représente les plats, c'est-à-dire donne une seconde chance. C'est un temps cyclique où un garde du corps qui a raté son coup en 1963, 30 ans après, peut littéralement sauver un président et, comme il est dit, accomplir sa rédemption. C'est-à-dire que le temps repasse les plats et il est toujours temps. Le temps, en quelque sorte, est docile, scénarisable à souhait, qui fait que il est toujours encore temps. Bon, ça, c'est la version dans la lumière, c'est la version, évidemment, un film que j'adore, qui est Space Cowboys. Space Cowboys, ils sont plusieurs. Voilà, ils sont plusieurs, mais Eastwood et ses copains, ils ont, parce que c'est des têtes brûlées, ils ont raté leur chance d'être les cosmonautes qui auraient pu marcher sur la Lune. Manque de peau, ils ont raté le train de l'histoire, mais le film va leur donner une seconde chance, si bien que des papilles vont partir dans l'espace et accomplir des merveilles, et surtout avoir l'occasion de réussir ce qu'ils ont raté. C'est ce modèle-là auquel on est confronté ici. Le modèle inverse, c'est évidemment quand il est toujours trop tard. Il est toujours trop tard, par exemple, dans un monde parfait. Tout le monde a beau courir, tout le monde a beau se poursuivre, ou tout le monde a beau essayer de littéralement, parce que c'est ça l'enjeu, de se déprogrammer, il n'y a rien à faire.
comment dire, on ne rattrape pas le temps perdu. Et cette course éperdue après un temps perdu, ça c'est évidemment l'autre versant. Et pour le dire d'un mot, si il n'est pas possible de rattraper le temps, c'est parce qu'en fait il est impossible de déprogrammer la violence qui est dans certains personnages et qui est à l'œuvre dans un monde parfait, dans l'impitoyable. L'impitoyable, c'est l'histoire d'un homme qui dit « je ne suis plus celui que vous avez connu » et qui va nous prouver qu'il est resté le même. Il est resté le même, et à ce titre-là, il rate à nouveau sa rédemption, trop de temps a passé, et la question est d'une certaine manière réglée. Donc bref, ce qui est beau dans la filmographie d'Eastwood, c'est qu'il y a ce jeu dialectique avec le temps de l'héroïsation, le temps du comme si, personne n'est dupe. Je veux dire, on est des spectateurs modernes, le film est de 93, il sait que, d'une certaine manière, le film est une fiction, et ça joue à faire semblant, et le film nous dit, bah, jouez avec moi. Et on joue avec lui, parce que le film est bien écrit, parce que les dialogues sont percutants, parce que voilà. Je voulais rebondir sur autre chose. Tu as participé récemment à un très beau livre autour de Hitchcock, La Totale. Moi, quand je pense à ce film-là, j'y vois aussi quelque chose d'assez Hitchcockien. Je ne sais pas si tu ressens ça aussi, ou je me trompe. Il y a quelque chose de profondément Hitchcockien dans ce film-là, c'est qu'Hitchcock avait, entre autres formules, parce que lui c'était un cinéaste théoricien et une formule, il disait plus le méchant de votre histoire sera réussi, et plus réussi sera votre film. On peut dire que là, une grande partie du succès ou de l'intérêt ou de la richesse du film tient à l'interprétation de Malkovich, à la manière dont son personnage est dessiné et à la manière dont il est interprété. Et le contraste, évidemment, entre les deux personnages principaux joue absolument à plein. Donc, oui, de ce point de vue-là, moi je trouve qu'il y a, disons, Petersen a retenu cette leçon de base qui est soigne ton méchant, fais en sorte qu'il soit fascinant, désirable, surprenant, intelligent, pervers à souhait, voilà. Et ça rencontre aussi quelque chose qui est une obsession du cinéma d'Eastwood, c'est-à-dire l'alter ego, c'est-à-dire l'autre. L'autre, Scorpio dans Le Spectre Harry, c'est-à-dire cette figure qui est censée être à l'opposé de moi, mais qui en fait est très proche de moi, mais proche jusqu'à la fusion. Et l'un des moments que je préfère dans le film, c'est l'affrontement téléphonique du début, quand Booth, donc Mitch Leary alias Malkovich, convoque dans l'esprit d'Eastwood les images du trauma, les images de 63, les images de Dallas. Et on voit bien que si on le veut, d'une certaine manière, bien sûr, Mitch Leary existe, bien sûr c'est un adversaire, mais enfin, il est dans la tête d'Eastwood à un point qui est quasi télépathique. Il est dans la tête une obsession. Il est dans la tête aussi déjà. Voilà. Si bien que là, on a le sentiment que la culpabilité du personnage est telle que c'est comme si on assistait à la figuration ou à la représentation ou à l'extériorisation d'une figure intérieure qui est propre au personnage. C'est-à-dire qu'en fait, Mitch Leary n'existe pas. C'est celui dont Eastwood a besoin, enfin, le personnage a besoin, pour se raconter une fiction qui viendrait consoler sa culpabilité. Et donc, ce qui est très beau, c'est que, bien sûr, le personnage existe, mais en même temps, on voit bien, c'est une forme totalement labile, c'est une coquille vide. Il change d'identité, de visage en permanence, si bien qu'il n'a pas d'identité propre, il n'a pas d'identité en soi. Ça veut dire que c'est une identité disponible. Et cette identité disponible, c'est littéralement le costume que le personnage enfile pour régler son conflit psychologique ou psychique et s'inventer en quelque sorte un ami imaginaire qui lui ressemble, qui le regarde, qui est tellement proche de lui que se produit presque une fusion entre les deux. Et ça, cette question-là de l'autre fusionnel, si j'ose dire, c'est une des grandes questions d'Eastwood. Un film comme La Corde raide, pour ceux qui l'ont vu, on ne voit jamais la figure de celui qui est poursuivi par Eastwood parce qu'il n'y a pas besoin. Là encore, c'est une figure disponible. Comme un fantôme. C'est comme un fantôme, oui, un fantôme et un fantasme. Un fantasme lié à la fois la nécessité de la fiction et le besoin de rédemption. Ou en tout cas
plus encore une manière, sans abîmer sa propre image, de questionner les pulsions tabous, les pulsions interdites. Et ces pulsions-là de l'homo americanus, elles expliquent aussi beaucoup, pour Eastwood, de l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire la pulsion violente, la pulsion brutale, elle est celle qui a fait l'histoire des États-Unis. Et Dieu sait qu'Eastwood, dans son œuvre, s'est intéressé à l'histoire des États-Unis. Avant de vous passer la parole, je voulais juste poser la question, qui a eu l'idée et pourquoi donc le choix de Maître de guerre en couverture? L'idée est venue avant de... C'est audacieux. Oui, mais j'avais envie, parce que les couvertures sur Eastwood, on a droit, on y a même droit ici, il en fait une démonstration au piano là, quand il drague René Russo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couvertures de livres qui sont avec le regard eastwoodien. Alors soit je mettais Jim Carrey à la place en train d'imiter Eastwood, mais j'ai pensé à celle-ci d'abord pour plusieurs raisons. D'abord parce que je la trouve très forte, aussi parce que j'aime beaucoup le Maître de guerre, mais aussi parce que je trouvais que Eastwood, là, s'était fait un peu la tête de Pierrot le Fou dans le film de Godard, et que ça m'amusait. C'est pour ça qu'on a mis le petit dialogue avec Godard en quatrième de couverture. Et puis, essentiellement aussi, parce que je trouvais que Eastwood peinturerait comme ça, avec différentes couleurs, donnait à voir toutes les émotions, d'une certaine manière, qui le traversent. C'est comme si ça colorait l'intérieur, et que tout ce qui fait Eastwood, par exemple tous les genres qu'il a traversés, mais aussi toutes les émotions qu'il a donné à voir, ou toutes les pulsions qui le travaillent, se résumaient dans cette image. Et après, l'éditeur m'a dit ok, mais l'image est tellement forte qu'on va proposer quelque chose. Le titre et le nom de l'auteur seront sur la tranche avec le de couverture, mais ce sera l'image plein pot, sans rien d'autre. Et il y a même un jeu avec, parce que c'est une jaquette, et si vous enlevez la jaquette, là, il y a une autre couverture sous cette jaquette où on voit le même Eastwood de Maître de guerre arboréen, sauf qu'il a un petit sourire. Et ce côté flipbook en deux images m'amusait, parce que c'est à la fois le Eastwood sur la jaquette tel que, j'allais dire jusqu'au cliché, il a été représenté, et la distance humoristique en dessous me semblait dire il y a autre chose à voir, il y a autre chose à comprendre que d'en rester en quelque sorte à la surface des choses. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions à Bernard autour d'Eastwood, du livre, du film. Merci beaucoup pour ces remarques très intéressantes. J'ai appris plein de choses. Je ne savais pas que Vince Sigour était monteur. Super. Juste, il y a quelques minutes, vous parliez du fait que dans le film, le personnage de Malkovich représente, il n'a pas d'identité, il peut être, il est malléable, mais en fait, moi, mon interprétation, c'était qu'il n'a pas d'identité parce que, comme il le dit, je crois, c'est le gouvernement américain qui lui a prise et qui lui a volé sa vie. Et du coup, c'est intéressant de voir en miroir, vu qu'ils sont interégaux, comment le personnage de Eastwood, lui aussi, sa seule identité, c'est d'être le mec qui est censé sauver le président, ou les présidents. Mais le film, du coup, pour moi, bon, ça ne veut pas dire que j'aime pas le film, j'adore le film, mais du coup, le film est assez conservateur dans le sens qu'à la fin, Eastwood a retrouvé son identité de protecteur du président. Et c'est un peu comme si la seule option pour lui, c'était ça, en fait. Il n'y avait pas d'autre identité possible. Donc c'est quand même un film très pro. Évidemment, à la fin, il y a le logo des services secrets américains, donc c'est un film très pro-services secrets. Je ne sais pas si on peut dire que cette fin est conservatrice, mais effectivement, on peut considérer qu'à la fin, il a renoué son identité, mais d'autant plus qu'il fait un pas, le personnage fait le pas décisif ou le pas de côté, comme il dit à l'élu de son cœur, il lui dit « je ne laisserai plus le travail se mettre entre une femme et moi ». C'est-à-dire que s'il retrouve son identité, c'est pour l'abandonner. C'est-à-dire s'il retrouve son identité, disons, de bodyguard, c'est aussi pour s'en défaire. C'est-à-dire on comprend au début, et c'est ça la voix au téléphone, qu'il n'est resté d'active
que dans l'espoir ou l'autofiction que ça se représente pour pouvoir le rejouer et pour pouvoir s'en déjouer, quoi. Enfin s'en libérer ou s'en défaire. Donc la logique du personnage, elle est j'attends le second tour pour en finir. C'est ça qui... Et donc, dans le fait qu'il fasse à la fin ce pas de côté ou qu'il ne rempile pas, c'est qu'il n'a plus besoin de rempiler, puisqu'en quelque sorte, sa rétribution symbolique a eu lieu, quoi. Il a sauvé le président. Alors il se trouve que c'en est à nouveau. C'est là où j'essaie de développer dans le livre cette notion presque qui a obsédé, je trouve, le cinéma d'Eastwood, c'est l'Uchronie, c'est-à-dire le fantasme historique que l'histoire pourrait se dérouler autrement. Et si Napoléon avait gagné à Waterloo, et si, voilà, vous voyez et si Kennedy n'était pas mort à Dallas. Et comme le cinéma n'est pas un art de l'image, mais un art du temps, il est possible de jouer avec le temps. Et jouer avec le temps, c'est imaginer, par exemple, comme ici presque, qu'on aurait pu sauver, on peut ou on a sauvé Kennedy. Certes, on sauve un autre président, mais on voit bien que c'est une image palimpseste, que les choses se superposent, et que ce qui s'accomplit, c'est d'avoir sauvé Kennedy en rêve littéralement. Et l'autre exemple absolument massu, je trouve, de ce fantasme chronique, c'est Sully. Sully, qui est un film du milieu des années 2010, là, Eastwood trouve dans la réalité le fait divers qui va lui permettre de raconter une histoire invraisemblable, qui a réellement eu lieu, c'est-à-dire ce pilote d'avion de ligne qui, parce qu'il a un problème, pose son avion sur l'Hudson au lieu de se cracher, ou de rejoindre, comme on le lui reproche, une base, mais qui en fait était trop loin. Qu'est-ce que c'est que cette fiction-là? Et c'est évidemment l'Uchronie du 9 septembre. D'ailleurs, le film, on est conscient, hein, il le sent, mais ce qui passionne Eastwood, entre autres, dans cette histoire, c'est d'abord de raconter l'histoire vraie d'un Américain moyen, de quelqu'un qui vient de la société réelle, de la société civile, et en même temps, c'est la possibilité, à l'échelle de la fiction, de réécrire l'histoire. On sait bien que c'est pas possible, mais quand même. Et si c'est pas possible, c'est quand même possible avec le cinéma. Donc, vous ne trouvez pas quand même qu'à travers sa carrière, Eastwood, il est devenu de plus en plus... j'ai l'impression que sa perspective est devenue de plus en plus ambiguë pour ce qui est du rôle de la loi et du gouvernement et tout. Parce que dans ce film-là, à la fin, oui, il démissionne, il part à la retraite, j'imagine. Mais par exemple, même dans Sully, il y a vachement plus de critiques quand même du fait que le système a créé Sully et le critique immédiatement. Ou même dans son dernier film, dans Jules numéro 2, je trouve qu'il y a plus de doutes sur l'idée que peut-être le système qui a créé quelqu'un comme ce personnage-là, peut-être n'est pas parfait. Donc je trouve qu'il y a quand même, au niveau d'identité, ça devient... Il est devenu, je trouve, un peu plus... un peu moins certain, ce qui, pour moi, a rendu son cinéma vachement plus intéressant aussi. Mais si vous revoyez, et d'ailleurs c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, hein, si vous revoyez Dirty Harry, enfin l'inspecteur Harry en 71, c'est un film violemment contre le système, le gouvernement, l'administration, la bureaucratie. C'est d'ailleurs à ce titre-là que Eastwood, le film, son personnage, John Siegel, tout le monde dans le même paquet, a été traité de réactionnaire, de conservateur, voire de fasciste. C'est-à-dire que... Et en fait, ce que ça traduit, et je dirais que c'est plutôt une constance chez Eastwood, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, c'est la question de son fameux positionnement politique. Lui-même a toujours dit qu'il votait conservateur, mais en fait, il a donné aussi des entretiens où il est, à mon avis, plus juste sur sa vraie conviction politique, même si elle peut être un peu fluide, c'est le libertarianisme. Être libertarien aux États-Unis, ça signifie quelque chose. Bon, aujourd'hui, on a un Donald Trump qui éclate un peu toutes les catégories, donc on ne sait même plus comment le qualifier, ce conservatisme-là. Mais le libertarianisme, c'est entre autres une philosophie politique qui serait peut-être long d'expliquer ici, mais dont l'un des principes, indépendamment de la farouche liberté individuelle, c'est une méfiance à l'égard du gouvernement, de l'État, comme
risquant justement d'avoir une emprise sur sa liberté individuelle. Il y avait un libertarien au XIXe siècle qui avait une formule qui résume d'une certaine manière cette philosophie, c'est les vices ne sont pas des crimes. Si votre vice n'est pas un crime, s'il est compatible avec le vice de l'autre ou avec la liberté de l'autre, alors tous les vices sont permis. Et je dirais, c'est un peu presque l'histoire de, par exemple, un film comme Minuit, le jeu dans le jardin du bien et du mal, ou dans une ville qui est une sorte de ville incroyable, presque une ville comme il n'en existe pas, on assiste dans une sorte de tranquillité de chacun à l'accomplissement du vice de celui-ci, de celle-là. Voilà, les vices ne sont pas des crimes. Mais ça n'empêche qu'il y a, dans le libertarianisme, il y a aussi une très grande méfiance à l'égard du gouvernement, comme il y a une méfiance à l'égard des entreprises impérialistes d'un État, par exemple, aller conquérir d'autres pays. Ça va être bientôt la fin, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions. Moi, alors, oui. Non. Non, je vais commencer parce que et celui aussi, je trouve, parce que c'est une poisse, c'est-à-dire qu'on sait tous la fin, et on est dans un suspense du début à la fin dans ce film. Enfin, je sais pas, il y a une facilité à nous raconter des histoires, quelles qu'elles soient, comme aussi le film évidemment sur l'attentat dans le Thalys. Enfin voilà, j'ai été aussi mal accueilli à un moment. Enfin voilà, je trouve qu'il y a toujours une richesse dans sa mise en scène et quelque chose à prendre. Enfin, moi, après, c'est vrai que je suis. Tu es parti pris. J'aurais du mal à dire du mal avec Clint Eastwood. Moi aussi. Est-ce qu'il y a des films, justement, dans toute cette filmographie très riche, sur lesquels tu aurais envie d'attirer l'attention parce que justement, c'est des pépites, c'est des choses qui sont moins évidentes pour le grand public? Est-ce qu'il y a, dans le livre, il y a par exemple un titre qui prend plus d'importance que d'habitude pour toi? Oui, enfin, d'abord, quand on dit qu'on aime tout dans Eastwood, enfin, on est quand même lucide. C'est une œuvre où il a réalisé 40 longs métrages, je n'ai pas compté le nombre de films où il a été acteur. Il y a les films. 60 films. Oui, voilà, il y a les films. Je parle des premiers rôles. Voilà. Le parti pris du livre, c'est absolument pas de les traiter tous, mais au contraire de choisir en fonction de mon goût et de ce qui me semble le cœur battant d'Eastwood, là où il est vraiment présent. C'est sûr que le dernier Inspecteur Harry, la dernière cible à la fin des années 80, est un film dispensable. Pink Cadillac est un... Les derniers films avant celui-là, où Absolument. il est simple acteur. Absolument. Au De toute service façon, de ce qui est curieux, c'est qu'au moment où, comme je disais, la reconnaissance critique lui advient au milieu des années 80, Eastwood a un coup de mou. Il y a quelque chose qui marche moins, entre lui, avec des exceptions, mais entre le milieu des années 80 et Impitoyable. Là, il y a vraiment un ventre mou de l'œuvre où les films sont moins réussis, moins convaincants, moins assurés. C'est une période compliquée à titre personnel pour Eastwood dans cette période-là. Et les films s'en ressentent. Enfin, en tout cas, il ne fait pas les bons choix. Et c'est suffisamment rare pour le signaler, mais toujours est-il que, voilà, il fait un film avec Burt Reynolds qui s'appelle Oh les flingues. Bon, c'est très très dispensable. Voilà. Mais en revanche, il y a des films et des grands, alors ceux qu'on connaît, évidemment, Impitoyable. Moi, je citerai, parce que pour moi, c'est peut-être son plus beau film, c'est Un monde parfait. Minuit dans le jardin du bien et du mal, qui est peut-être là aussi un des sommets de l'œuvre. Et puis dans d'autres périodes, moi il y a des films comme L'épreuve de force par exemple, que je trouve que j'aime beaucoup, parce que c'est une période où justement Eastwood, en cinéaste, essaye de faire bouger son image telle qu'elle est perçue et telle qu'elle est critiquée depuis l'Inspecteur Harry. Et en metteur en scène, il utilise en quelque sorte ces films, dont il est le véhicule principal, le producteur, l'acteur, enfin il a les coudées franches, mais il se sert littéralement de ces films pour essayer de faire évoluer la perception qu'on a de lui. Et ça, je trouve ça remarquable. Et un film comme L'épreuve de force, si on le regarde bien, c'est un film entre autres, c'est peut-être pour ça qu'elle lui a posé la question avec le féministe, c'est vraiment, certes, une comédie comme on en faisait entre disons, Rosalind Russell et Gary Grant, ou entre Spencer Tracy et Katharine Hepburn, mais c'est vraiment elle qui a le beau rôle. Son personnage, le personnage féminin de Sondra Locke, c'est elle qui a l'esprit vif, c'est elle qui comprend tout quand l'autre est à la ramasse. C'est beaucoup malmené aussi. Elle se le fait beaucoup malmener, mais lui aussi. Hein,
lui aussi. Donc, d'une certaine manière, sa masculinité supposée ou son virilisme tel qu'il était affiché, il ne cesse de le cabosser dans un film comme Les Preuves des Morts. Voilà, et il met littéralement son masculinisme en pièces dans ce film. Bon, voilà, ça. Après, il y a des films que peut-être beaucoup connaissent et qui sont des films parmi ses plus grandes réussites, c'est Joseph Wells sur la loi. Des films comme Bronco Billy ou Honky Tonk Man sont des pièces majeures du puzzle d'Eastwood. Pour constituer toute la suite. C'est-à-dire qu'un Pitwell ne peut pas exister sans Joseph Wells. Absolument. Et c'est des films qu'il fait qui sont des risques financiers, qui marchent moins que ses grands succès, mais on voit bien qu'Eastwood, à un moment, a acquis un tel pouvoir aux États-Unis que dans l'industrie hollywoodienne, il peut d'une main donner des gages à l'industrie pour rester bankable, et avec son succès qui le protège, faire un film personnel, mon Dieu, que ce soit, Honky Tonk Man, ou que ce soit Bird, et qui sort un peu des clous. Là, on va poursuivre dans le haut, si vous voulez bien. Juste, je vous signale une sortie la semaine prochaine d'un film qu'on avait passé il y a plus d'1 an au Ciné-Club, Carwagno. C'est le 3e film de Giuseppe Tornatore, Ils vont tous bien. Il y a un film que je pense, si vous ne l'avez pas vu, qu'il faut réévaluer, revoir, qui vient juste après Cinema Paradiso. Il sort la semaine prochaine en restauration 4K avec les Acacias. Il sera au Champeau, entre autres. Est-ce que tu pourrais nous dévoiler, je ne sais pas si tu as le droit, une rétrospective ou un auteur qu'on va découvrir à la rentrée de la Cinémathèque française, tout dernier programme de la Cinémathèque qui vient de sortir, il se clôture à la fin du mois de juillet. Il y a un beau cycle, c'est ce que j'aime assez souvent, de films spectaculaires. Là, je crois que c'est des copies 70 mm. Oui, à la fin juillet. Voilà, tu vas clôturer. Mais pour la rentrée, est-ce que tu nous dévoiles quelque chose? Comme on est entre nous, que je ne suis pas filmé et que je peux vous dire qu'à partir qui tient à cœur. Oui, ça c'est un cinéaste qui me tient à cœur. Jean-François Roger, donc le directeur de la programmation, a programmé pour la réouverture de la Cinémathèque française en septembre, entre autres. Il y aura une rétrospective intégrale des films de William Wellman. Ça, c'est vraiment un cinéaste à découvrir, à redécouvrir, absolument passionnant. Là, on est quasiment parmi les pionniers d'Hollywood, mais c'est quelqu'un qui va faire carrière jusqu'à la fin des années 50. Et d'ailleurs, son dernier film, c'est Escadrille Lafayette, dans lequel Clint Eastwood apparaît. C'est son premier grand rôle, c'est son premier tout petit grand rôle, mais en tout cas, c'est intéressant parce que William Wellman, c'est le seul, je citais les Curtis, les Walsh, les Hawks, c'est le seul, en quelque sorte, que Eastwood aura approché, vu travailler. Et pour l'anecdote, dans Joseph Wells sur la loi, le personnage de Joseph Wells perd sa femme, alors vraiment dans les toutes premières images, donc ça ne dévoile rien puisqu'elle est tuée dans les premières images, et cette femme est interprétée, enfin en tout cas sa silhouette, c'est la fille de William Wellman. Ce qui dit, des sortes de fidélité invisible ou souterraine, mais à quel point, Wellman, c'est un cinéaste génial. Cinéaste, alors là, pour le coup, des années 30 en particulier, faisant des films dans l'ère du pré-code, absolument renversant. Voilà. Bernard, merci du fond du cœur. J'en profite aussi pour vous dire que le prochain film ici, c'est un film de Wes Anderson, que l'exposition Wes Anderson se poursuit à Cinémathèque. À la rentrée, il va aussi y avoir une très belle exposition qui arrive autour d'Orson Welles. Absolument, au mois d'octobre. Merci à tous, et on se donne rendez-vous dans un peu moins d'1 mois pour Iconica. Merci.